La première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme s'est ouverte ce mercredi à Kinshasa. La route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo est le thème choisi pour cette édition. À Kabaré dans le sud Kivu, les médecins et patients de l'hôpital général de Niatende ont été victimes de la barbarie de la rébellion AFC M23. La société civile de ce coin appelle à l'aide. Lutte contre le Mpox en République démocratique du Congo, le gouvernement japonais a remis ce mercredi au service de la santé publique de la RDC un lot de 1 500 000 doses de vaccin LC16-M8. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau pour vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition qui s'ouvre par cette actualité, ouverture de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous le thème « La route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo ». Ce festival se veut un carrefour de change et de pont entre les cultures du monde. On en parle avec Rachel Adasaliwala. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a ouvert la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Lors de son discours d'ouverture, le président Félix Tshisekedi s'est réjoui de voir ce festival s'inscrire dans la dynamique stratégique qu'il a engagée avec le gouvernement en faveur du soft power congolais. Je me réjouis de voir cet événement d'envergure internationale s'inscrire dans la dynamique de réflexion stratégique que j'ai engagée avec le gouvernement de la République en faveur du renforcement du soft power congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Tout en rappelant les thèmes de cette première édition, le chef de l'État y voit une tribune pour forger les liens et des ponts entre les continents et les peuples. À travers sa thématique « La route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo », ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. En cette première journée, le festival a vibré au rythme de la culture et la musique congolaise. Ici, il noté que ce festival se tiendra du 16 au 18 juillet 2025. Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation présentée à la Première ministre. C'est la plateforme des confessions religieuses qui l'a portée auprès de la chef du gouvernement. C'était au cours de l'audience accordée à la délégation de cette plateforme le mardi 15 juillet 2025. Patrick Isson nous en dit plus. À la primature, la plateforme des confessions religieuses a présenté à la première ministre Julie Souminois son initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC. Ce plan a un objectif très clair, a souligné Évariste et Jibaya Mapia. L'objectif, nous voulons que la guerre s'arrête. L'objectif, nous voulons l'intégrité territoriale. L'objectif est que par les communications, que ceux qui ont trahi la nation puissent se repentir, et que ceux qui ont trahi le peuple puissent se repentir, et qu'ensemble, tous les Congolais, nous puissions regarder dans la même direction. Tous parlons Congo, tous travaillons pour le Congo, tous battons-nous pour notre Congo qu'il devienne fort. Pour le président de cette plateforme, l'initiative mise en place appartient aux Congolais. Pour l'heure, quelques politiques ont déjà été contactés. L'initiative appartient aux Congolais. Cela étant, nous, comme pères spirituels, donc les confessions religieuses, toutes les confessions religieuses sont concernées. Toute la classe, donc ce que nous appelons la société civile, ils sont concernés. La plateforme des confessions religieuses a montré tout son soutien à l'accord de paix RDC Rwanda, a indiqué Évariste et Jibaya Mapia. Lors du grand rassemblement de prières, j'ai prononcé la prière pour bénir les États-Unis d'Amérique, pour dire qu'ils nous ont soutenus avec cet accord de paix où on se retrouve d'un côté le Rwanda et la RDC
et aussi la volonté des États-Unis d'accompagner ce processus de paix afin qu'il y ait une paix durable. Donc nous avons montré notre soutien à cet accord et nous avons par là prié pour notre pays, pour notre président, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons prié pour le président Donald Trump et nous avons dit que cette fois-ci, encore, nous disons merci à l'Amérique. Les observations de la Première ministre à l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation seront prises en compte, a indiqué le président de cette plateforme. Rendons-nous au Sud Kivu, torture, vol et extorsion de biens, c'est l'horreur qu'avaient vécu les médecins et patients de l'hôpital général de Niatende dans le territoire de Kabare. Nous sommes au Sud Kivu, bien sûr. Ces actes ignobles sont l'œuvre de la rébellion AFC 123 qui a fait irruption dans ce centre dans la nuit de ce mardi 15 juillet, a relaté un acteur social de ce coin du pays. Suivez. Ça s'est passé dans un centre hospitalier. Médecins et patients ont été torturés la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital général de référence de Niatende dans les territoires des Kabare au sud Kivu. Les hommes armés identifiés comme les rebelles de l'AFC M23 ont fait irruption dans ce centre. Ils ont aussi volé plusieurs biens et emporté du matériel médical. 2025 n'était pas rose pour la population de la zone de santé de Niatende. Les hommes bien armés ont fait irruption dans l'hôpital général de référence de Niatende. Ils ont semé panique parmi les patients et les personnels soignants. Et ils ont emporté le matériel, une somme d'argent, de téléphones, et ils ont torturé le médecin qui était à la gare. Cet acte constitue non seulement une violence grave des droits humains, mais aussi une attaque directe contre l'accès aux soins de santé pour la population vulnérable de la zone de santé de Niatende. Après les passages de ces assaillants de l'AFC M23, la peur s'est installée dans le chef de la population qui ne sait plus à quel saint se vouer. Dans un autre chapitre, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, fulmine contre le cardinal Fridolin Ambongo qui l'accuse de défendre les intérêts du Rwanda au grand dépit de la République démocratique du Congo, selon le président ad intérim du parti présidentiel, votant la diplomatie agissante du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a conduit à la signature de l'accord de Washington. Fridolin Ambongo est un politicien en sultan jouant le jeu de l'administration Kagame. C'était lors d'une matinée politique le mardi 15 juillet 2025. Regardez. Lors d'une matinée politique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'en est vivement pris au cardinal Fridolin Ambongo, qui l'accuse d'être en connivence avec le Rwanda et de défendre ses intérêts. Selon lui, le prélat n'est rien d'autre qu'un politicien à soutane. Il ne faut plus regretter à ce qui concerne Ambongo. C'est un politicien en soutane. Il est en train de relayer la position du Rwanda. Des propos qui interviennent alors que l'accord entre la RDC et le Rwanda est présenté par plusieurs comme une voie de sortie possible à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant continue à s'investir dans la valorisation des hommes en uniforme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que Guikabombo Mwandiavita poursuit sa série de visites à la garnison de Kinshasa. Le mardi 15 juillet 2025, le patron de la défense s'est rendu au corps de transmission des FARDC en vue de se rendre compte des conditions de travail. Suivez. Arrivé au corps de transmission des FARDC, le VPM en charge de la défense nationale, maître Guikabombo Mwandiavita, a été informé par le général-major Lukwebo des difficultés auxquelles reste confrontée cette unité chargée de communication militaire. Parmi les difficultés figurent notamment le vieillissement du cadre, la carence du personnel et le manque de formation continue pour les cadres ainsi que les équipements modernes. À l'état-major corps de génie FARDC, maître Guikabombo a pris part au briefing sur l'état des lieux de cette unité des travaux de construction, lui présenté par le commandant corps génie militaire, le général-major Ganga Bruno, qui a soulevé le problème de relais, de spoliation et de vétusté des équipements des ateliers.
Attentif, le VPM de la Défense a saisi l'occasion pour remercier le dévouement et le courage de tous les militaires et a ainsi lancé un appel au sérieux tout en promettant des solutions palpables. La Chine veut consolider le partenariat stratégique global avec l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la République populaire de Chine a été reçue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était le mardi 15 juillet à la Cité de l'Union africaine. Ida Maloba revient. Conduite par la présidente du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, la délégation chinoise dit porter une attention particulière à la RDC, pays pivot des intérêts chinois en Afrique centrale. Selon Qin Boyong, l'objectif de cette visite est de réaffirmer le soutien politique de la Chine à la RDC dans un contexte de recomposition géopolitique régionale. Il s'agit également d'explorer de nouveaux champs de coopération dans les secteurs de développement rural, de la formation, des infrastructures et de la gouvernance locale. Il s'y est de souligner que le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC, est un organe consultatif central du système chinois, jouant un rôle de liaison entre le Parti communiste, les partis alliés et la société civile intervenant dans la diplomatie d'influence. Une délégation des entrepreneurs chinois est venue explorer les opportunités d'investissement en RDC conduite par le responsable de la fondation Lumumba-Ville. Cette délégation a été reçue le mardi 15 juillet 2025 par le ministre en charge de l'économie. Ces entrepreneurs chinois ont eu des échanges fructueux avec Daniel Mukoko Samba. Suivez. Les entrepreneurs chinois ont fait part au ministre de l'économie nationale des projets qu'ils ont pour le développement de la province du Sankuru en général et de Lumumba-Ville en particulier. Le Sankuru doit devenir le grenier du pays et non un trou noir. Et cela n'est possible que grâce à l'aide au développement par le biais de projets d'investissement portés par les entreprises, a soutenu le VPM de l'économie nationale. Au chef de la délégation d'ajouter que le projet des investisseurs chinois pour Lumumba-Ville porte sur 3 axes, à savoir le désenclavement de la province du Sankuru en construisant près de 1395 km de routes, la réhabilitation des ports pour garantir la communication fluviale et la réhabilitation de certains ponts dont la plupart ont été construits depuis l'époque coloniale. Ces entrepreneurs chinois ont affirmé que la RDC regorge d'énormes opportunités et cela attire les investisseurs. D'où leur présence sur place avec des projets concrets dans l'agriculture, le photovoltaïque et l'immobilier. Elle a passé plus de 30 ans à l'extérieur du pays après avoir travaillé comme journaliste à l'Office zaïrois de radiodiffusion et télévision aux RT à Kinshasa. Présentement, Pauline Kabangou voudrait bien revenir dans la sphère médiatique. Elle en a discuté avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au cours de l'audience lui accordée le mardi 15 juillet 2025. On en parle avec Patrick Issot. Elle se nomme Pauline Kabangou Chita. Elle est la première femme journaliste. Pauline Kabangou a travaillé à l'Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision aux ERT. Avec le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, Pauline Kabangou a parlé de son parcours. J'étais la première journaliste, j'étais la première femme qui a eu le grade de rédacteur en chef. Je les encourage à continuer à travailler. Il faut travailler avec beaucoup de sérieux. Il faut aimer le métier qu'on fait pour qu'on puisse vraiment le faire correctement. C'est ce que j'ai fait toute ma vie et cela m'a permis de monter de grade. Je suis montée jusqu'à devenir directeur de la première chaîne de radio, chaîne stéréo. J'ai quitté avec ce grade-là. C'est pour dire que quand on travaille bien, on vous reconnaît. C'est en 67 que j'ai commencé à travailler à la télévision. Mais j'avais commencé déjà à travailler à la radio et c'était à la radio Mbujima et c'était en 1965. Et quand je suis arrivée à Kinshasa en 1967, il y avait un concours à la RTNC. Je me suis présentée et j'ai été retenue et c'est là que j'ai commencé. Après un stage de presque 6 mois, on m'a pris à la télévision. Voilà. Et j'ai commencé à faire le journal télévisé.
Permanente à la présidence de la République sous le maréchal Mobutu Sese Seko, Pauline Kabangou n'a pas manqué de rappeler la rigueur, la discipline et le respect caractéristiques du métier de journaliste, surtout avec le président Mobutu. Et j'étais journaliste permanente. D'abord, j'étais au Parlement. Ensuite, j'étais permanente à la présidence de la République. Et c'est là que j'ai terminé, en fait. Et je suis partie parce que mon époux est devenu ambassadeur. Donc, j'étais obligée de partir parce que nos enfants étaient encore très jeunes. Je ne pouvais pas les laisser. Pauline Kabangou Chita, qui est partie du pays en 1995, rejoint son mari élevé ambassadeur, a encouragé la jeune génération à persévérer dans le métier. Parlons santé dans ce journal, le gouvernement japonais soutient la République démocratique du Congo dans la lutte contre le Mpox. C'est dans ce cadre qu'un lot important de 1 500 000 doses du vaccin LC16M8 a été officiellement remis au service de la santé publique en République démocratique du Congo, présidé par le ministre de la Santé. Cette cérémonie a eu lieu ce mercredi 16 juillet 2025 à l'immeuble du gouvernement Ida Maloba, Shikomu Kendi. La remise du lot de vaccins contre la Mpox représente un geste fort du Japon à la RDC. Dans son allocution, le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a salué ce geste du Japon qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de partenariats structurants. Le Japon étant l'un des partenaires financiers et techniques de la RDC, surtout dans le domaine de la santé publique. La cérémonie de ce jour consacre la remise officielle d'un lot de vaccins LC16M8 contre la Mpox. Ce don a été offert par le gouvernement du Japon à la République démocratique du Congo et ce geste s'inscrit dans la continuité d'un partenariat structurant, le Japon étant aujourd'hui l'un des principaux partenaires techniques et financiers de notre pays, en particulier dans le domaine de la santé publique. La Mpox, maladie infectieuse présente dans notre pays depuis plusieurs décennies, connaît depuis quelque temps une recrudescence qui est préoccupante tant par sa dynamique de transmission que par son extension territoriale. Face à cette réalité, le ministère de la Santé publique, l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, à travers l'Institut national de santé publique et de son centre d'opération d'urgence de santé publique, a mis en œuvre une réponse coordonnée, articulée autour de la surveillance, du diagnostic, de la prise en charge ainsi que de la vaccination. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon en RDC a souligné l'importance de cette donation qui constitue le deuxième lot d'aide d'urgence japonaise dans le cadre de la réponse à la Mpox. Ce deuxième lot, dans le cadre de l'aide d'urgence du Japon, est composé de 1,5 million de doses de vaccins dédiés qui permettront de renforcer la résilience du système de santé. Au Japon, ce vaccin est le seul vaccin autorisé contre la variole chez les enfants, dont l'efficacité et les effets préventifs contre la variole et le Mpox ont été reconnus. Ce diplomate japonais a en outre salué les efforts du gouvernement congolais et des personnels de santé pour la prise en charge des patients qui permet de faire face à cette épidémie. Je ressaisis cette occasion pour saluer le travail de tous les intervenants en santé qui, à travers les efforts de sacrifice consentis, contribuent vaillamment à faire baisser le taux de létalité et à augmenter le taux de guérison. Mais je suis convaincu que l'amélioration de leurs conditions de travail et d'intervention reste un fort gage d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations. Il faut souligner que la résurgence de la maladie infectieuse Mpox en RDC ces derniers mois a suscité une mobilisation nationale et internationale. À ce jour, plus de 90 000 cas suspects ont été investigués en RDC, dont plus de 26 000 cas confirmés et plus de 600 000 doses de vaccins ont déjà été administrées sur l'ensemble du territoire national.
Il s'agissait plutôt de la Mpox. Le financement de la couverture santé universelle ne souffrira d'aucune rupture. Un décret de la Première ministre est attendu pour instaurer une taxe spécifique sur tous les produits, hormis les produits alimentaires et agricoles. Le ministre de la Santé publique l'a indiqué lors du dernier briefing avec la presse. Patrick Issot. Toutes les ruptures que connaît le projet de couverture santé universelle appartiennent au passé. Le financement du trésor public ayant été sollicité au début va laisser la place à une taxe spécifique sur tous les produits importés à l'exception des produits alimentaires et agricoles. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé publique. La couverture santé universelle est une réforme majeure. C'est la réforme portée par le chef de l'État pour que tous les Congolais accèdent aux soins de santé de qualité. On a commencé avec un premier paquet qui est celui de la gratuité de la maternité. On a commencé progressivement, parce qu'il faut toujours commencer progressivement avec la ville-province de Kinshasa. Et on a commencé sur le trésor public, c'est-à-dire le financement de l'État lui-même. Mais le financement de l'État avec le trésor public, ce n'est pas un financement pérenne. Et donc, dans la réforme, nous avions prévu qu'il y ait une taxe spécifique pour améliorer, pour financer le système. Parce que le gouvernement a pris la décision de mettre une taxe sur tous les produits importés, sauf les produits alimentaires et sauf les produits liés à l'agriculture. Et donc, les 2% de tous ces produits importés vont directement au Fonds de promotion de la santé qui est en charge d'acheter les médicaments, d'acheter les équipements, d'améliorer les hôpitaux. Donc ça, c'est une taxe. La Première ministre va sortir le décret cette semaine. Une seconde décision arrêtée, c'est la contribution de tous. De l'autre côté, le Conseil national du travail, c'est-à-dire la tripartite entre les organisations syndicales, donc des travailleurs, les organisations patronales et le gouvernement se sont réunis il y a 2 mois. D'ailleurs, c'était le président de la République qui avait lancé les travaux du Conseil national du travail. Et ils ont décidé 2 choses. Premièrement, de remonter le SMIC à $130. Et deuxièmement, que chacun cotise 2,5% pour sa santé. Ce financement restera pérenne. De ce fait, il assurera la couverture santé universelle, même après le règne de son initiateur, l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En international, le maire d'Istanbul a été condamné ce mercredi 16 juillet 2025 par un tribunal turc à 20 mois de prison. Ce principal rival du président de la Turquie se retrouve derrière le barreau pour insultes et menaces d'un fonctionnaire. Regardez. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a comparu au tribunal de la prison de Silivri, à l'ouest de la ville, où il était détenu depuis le 25 mars dernier. Cette condamnation fait suite à sa sortie du 20 janvier 2025, où il critiquait ouvertement le procureur général d'Istanbul, l'accusant de cibler des personnalités de l'opposition dans le cadre d'enquêtes prédûment motivées par des considérations politiques. Lors du procès ouvert en avril dernier, le procureur avait requis 7 ans et 4 mois d'emprisonnement et une interdiction de toute activité politique. Si le tribunal l'a reconnu coupable d'insultes et d'intimidation envers le procureur, il l'a néanmoins acquitté de l'accusation d'identification publique dans l'intervention d'en faire une cible. Le maire d'Istanbul, ainsi qu'une centaine de ses proches et collaborateurs, a été arrêté le 19 mars de l'année en cours, accusé de faits de corruption dont il nie toute implication. Le principal rival du président turc devrait faire appel de ce verdict alors qu'il fait également appel de plusieurs condamnations et l'objet de multiples poursuites. Place à présent, rappel de principaux titres. La première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme s'est ouverte ce mercredi à Kinshasa. La route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo est le thème choisi pour cette édition. À Kabaré dans le sud Kivu, les médecins et patients de l'hôpital général de Niatende ont été victimes de la barbarie de la rébellion AFC M23. La société civile de ce coin appelle à l'aide. Lutte contre le Mpox en République démocratique du Congo, le gouvernement japonais a remis ce mercredi au service de la santé publique de la RDC un lot de 1 500 000 doses de vaccin LC16 M8.
Et ça sera tout pour ce soir. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.